Ok, sinon. On se lance. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue sur Geeks League numéro 271. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans ce Geeks League numéro... Ça va un peu fort ce truc là. Voilà, je sais pas pourquoi. Et ce Geeks League numéro 271. Ce soir dans Geeks League, nous allons parler de News Tech, nous allons parler de batterie au sodium, nous allons parler de graveur laser, et nous allons parler de... Ah, je sais pourquoi ça va être trop fort, voilà, ça ira mieux maintenant. Et nous allons parler bien sûr de bière et de brasserie de 2023. Bien sûr, nos coups de cœur, coups de gueule en plus. Et puis voilà, un petit podcast bien complet de ma foi. Alors installez-vous confortablement dans votre fauteuil de voiture, de train et de bureau et monte le son. Oula, Yves. Avant de commencer ce podcast, qui a un problème avec Windows là? On entend des gling-gling de Windows. C'est moi. Ah, c'est bon, c'est réglé? J'espère. Ah, ok. On va accueillir mes chroniqueurs de ce soir. Bonsoir Zito. Bonsoir. Alors Zito, qu'est-ce que tu fais de geek ces 15 derniers jours? Oula, un peu de lecture de bundle que j'avais acheté sur Humble Bundle en comics essentiellement. Beaucoup de séries. J'ai beaucoup traîné sur Prime pour finir enfin The Boys, Gen V, Reacher, Ahsoka un petit peu aussi sur Disney. Et pour rester dans Star Wars, j'ai aussi commencé, ou plus que commencé, la collection des Briquettes, Lego Brickheads Star Wars. Et ça coûte cher. Bah, si tu veux toute la collection, oui, ça va beaucoup vite coûter cher, ouais. Oui. Maintenant, il y a souvent des promos aussi. Faut un peu guetter, mais il y a des promos sur ce genre d'articles. Mais le souci, c'est les versions qui sont passées et qui ne reviennent pas et que tu es obligé d'acheter à prix d'or sur les sites de revente. Ouais, donc, bien voilà. sûr, ouais, bien sûr. Je suis à la chasse. Tiens, Gen V, t'en as pensé quoi? Enfin, Gen 5 ou Gen V, je sais pas comment on doit dire. Gen V, moi j'ai beaucoup aimé. Mais j'aime beaucoup aimer l'univers aussi. Enfin, j'aime beaucoup l'univers de Boys que j'avais déjà lu avant. Et Gen V, c'est un mix entre The Boys et une série, tu vois, à l'américaine d'adolescents sur un campus. Enfin voilà, c'est un très très beau mix. Si tu as aimé The Boys, normalement, ça va marcher. Ok, très bien. Nous avons Yves ce soir. Bonsoir Yves. Bonsoir tout le monde. Alors Yves, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours? Alors, je me suis renseigné sur les graveurs laser. J'ai acheté un graveur laser. Voilà. Non, sinon, j'ai principalement regardé la série Stargate Atlantis. Oui, alors je sais, c'est vieux, mais je l'avais déjà vu, mais je me suis dit, tiens, tant qu'à faire, je vais les refaire. Ok. Et c'est la dernière série que j'aurai parce que j'aurais revu l'entièreté de tous les Stargate. Ok, t'as regardé les univers aussi Ah oui, tout. Ok, moi Tous les jeux, tous les univers, tous les univers, films. moi je colle vraiment pas, tu vois, j'ai vraiment... Et là, Ça se termine en nœud de boudin, quoi. Encore Ouais. une fois, Stargate Universe, c'était à l'époque où ils nous faisaient des hold-up à la fin de chaque session, de chaque, Ouais. chaque saison. Pardon. saison, ouais. Pour heureux, ça n'existe plus. Enfin, j'espère. Enfin, Et nous avons Doc ce soir. Bonsoir Doc. Bonsoir. Alors Doc, qu'est-ce que tu fais de geek ces 15 derniers jours? Alors, un peu de lecture de manga, et puis surtout, WoW SED pour la P2. Où, voilà, je monte tranquillement, je sais pas, je suis niveau 31 ou 32. Je n'ai malheureusement pas su faire partie des sauvages qui sont passés mon niveau 40 en moins de 48 heures. Mais je les laisse défricher le raid pour y arriver à la cool plus tard. Plus tranquillement. Et quant à moi, du coup, WoW Season of Découverte, là, donc c'était l'ouverture de la P2, donc on va passer de level 25 à level 40. Donc voilà, donc ça s'est fait assez rapidement. Et donc maintenant, on continue à découvrir un petit peu le contenu. Je pense qu'on va vite venir à bout du contenu de cette P2 parce que, en fait, il n'y en a pas tant que ça, je trouve. Moins que la P1, tu trouves? Je trouve qu'il y a moins de choses à faire que la P1, parce que la P1, il y avait tout à faire.
Et là, le problème, c'est que déjà là, en gros, le stuff que j'ai eu au dernier raid, il n'y a pas mieux avant le prochain raid, donc j'ai même pas refait les petits donjons pour m'équiper comme on avait dû faire, tu sais. Ah, t'es déjà dessus t'équiper Bah ouais, parce que j'ai pas mieux dans les donjons, par exemple. Donc, j'ai rien à faire à part faire le raid, en fait, pour mieux m'équiper, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais il a pas encore tombé le raid. Non, mais il y a pas... Normalement, il y a des... Tu sais, on a dû faire des petits donjons avant, on avait fait Ombre Crow, des machins pour s'équiper. Là, on doit même pas le faire, en fait, au final, tu vois. Oui, il n'y a pas de de préparation. Équipement pour faire le raid. Exactement, c'est ça. Et donc, c'est un peu ce que je reproche, c'est que ils auraient pu mettre un peu plus pour un peu occuper les gens, faire des donjons, un peu motiver. Après, peut-être que la P2, il y a que 10 niveaux, elle sera peut-être plus courte avant la P3. Je ne sais pas, ils veulent surtout que tu gardes un temps d'abonnement. Donc on verra bien, mais c'est un peu le seul truc que je reproche, je pense à ça. Et sinon, quoi d'autre de neuf? Bah écoutez, voilà, ça se passe très bien. Déjà, ça m'a pris pas mal de temps en fait. Est-ce que t'as enfin lu un peu les Kaiju Number 8? Non. Ah, par contre, on a regardé une série, j'en parlerai, tiens, en coup de cœur. Tiens, on parle en coup de cœur. Voilà. Allez, on passe au News Tech maintenant? Allez, c'est parti, News Tech de la semaine. Allez, on commence par les news tech de la semaine. Doc, je t'en prie. Oui. Remets la culpa à l'avance. Je vais parler batterie aujourd'hui un peu tout le temps. Je me suis pris un trip de reparler de ça. C'est un sujet qui m'a toujours quand même intéressé. Et les news tech ont été dans mon sens. Donc voilà. Est-ce que si je vous parle de batterie lithium-ion, vous connaissez puisque vous en avez tous partout. On en reparlera plus dans ma chronique. Mais un des problèmes inhérents à ces technologies-là, en termes de sécurité, c'est qu'elles peuvent, qui suit un peu... Brûler, exploser. Mais voilà, exactement. Mais je crois que c'était les trucs lipo qui faisaient ça, moi. C'est pas le cas? Non, l'hypo, en fait, l'hypo, c'est pour dire polymère, c'est en fait l'électrolyte qui est à l'intérieur qui est particulier. De manière générale, les électrolytes des batteries lithium sont des composés inflammables et le lithium lui-même peut poser des problèmes de sécurité en termes d'inflammabilité et de feu. Là, il y a des chercheurs qui ont développé en fait des batteries lithium avec des bonnes performances et ils ont utilisé des composés fluorés comme électrolyte, donc le liquide qui est dans la batterie qui permet aux ions de s'échanger pour faire le process électrochimique. Et ils ont eu des bons résultats avec ça et leur démarche est de faire des batteries plus sûres qui ne risquent pas de prendre feu ou d'exploser. Donc ça c'est louable, surtout quand on voit les difficultés sur les voitures et tout en termes d'extinction d'incendie. Par contre, ça me pose un peu question parce qu'à l'heure actuelle, l'Europe bannit énormément les composés fluorés parce que c'est des polluants très persistants, voire très dangereux dans l'atmosphère en termes de réchauffement climatique et de pollution atmosphérique. Et même les composés fluorés plus solides, pas gazeux, c'est ce qu'on appelle parfois les polluants éternels parce que c'est des trucs qui se dégradent pas du tout en fait tellement c'est stable. C'est pas pour rien que ça prend pas feu. Et ils bannissent ça beaucoup dans les climatisations. Vous pouvez plus avoir ces composés là, mais même vers le solide. On parle récemment un peu plus du téflon et tout qui commence à poser problème en termes justement de persistance dans l'organisme et autres. Il y a des législations qui sont en train de se pencher sur le fait de les interdire même dans les extincteurs parce que c'est beaucoup utilisé aussi dans certains extincteurs à cause justement de la pollution que ça génère quand on s'en sert ou quand on élimine ces objets-là. Du coup, je trouve la démarche intéressante, mais j'ai pas eu l'occasion de plonger entièrement dans l'article des scientifiques, mais je serais curieux de savoir s'ils sont vraiment posés la question de la pérennité environnementale. Parce que je suis pas certain que si dans 5 ans ou même 2-3 ans des batteries comme ça sortent, elles soient réellement autorisées sur un marché européen par exemple. Donc, voilà. Intéressant, mais à voir. Ouais, merci Doc. Alors, je veux parler de je sais pas si vous avez vu, c'est presque un breaking news, mais ça a été annoncé hier, donc là on tourne le podcast vendredi, donc ça a été annoncé jeudi. C'est OpenAI qui a fait une grosse annonce, je sais pas si vous avez suivi. Pas encore. Pas encore. Ils ont annoncé la sortie de Sora. Alors Sora, qu'est-ce que c'est? C'est un générateur de vidéos avec du texte, donc on fournit un texte. Et ça va nous générer une vidéo. Donc un peu comme le Midjourney fait, mais avec des images, mais avec une vidéo. Donc ça vous fait une vidéo de 10-15 secondes. Pour l'instant, c'est pas ouvert au grand public. Et ironiquement, il faut envoyer un
si vous tweetez le chef de OpenAI, il peut vous générer, si vous voulez, votre vidéo pour vous, et puis vous la met sur Twitter pour vous montrer les résultats. Ok, auto-promo. Oui, auto-promo pour l'instant, mais apparemment, de ce qui est généré, et si ça marche vraiment bien, etc., mais je pense que oui, je trouve que les résultats sont assez bluffants. Et ça donne envie. Franchement, c'est... Ah ouais, je savais qu'on allait y arriver, mais je pensais qu'on devait attendre au moins 1 an pour avoir ça, et en fait non, ça y est, on est parti. Oui. La vidéo générée par IA. Quand tu parles de vidéos, faut dire que jusqu'ici, quand on parlait d'IA qui générait des vidéos, souvent c'était grosso modo une présentation PowerPoint avec des images plus ou moins fixes qui défilaient et du texte en surimpression, des trucs comme ça. Ah oui. Là, on parle vraiment de vidéos oui. Qui ont l'air vraies, quoi, comme si on avait tourné une pub ou des machins comme ça. Et on peut dire un style cartoonesque ou machin, voilà, on pourrait un peu le style qu'on veut à la vidéo, quoi. Donc ça a l'air assez impressionnant, il doit y avoir une belle techno derrière. Franchement, hâte de pouvoir mettre mes pattes dessus pour un peu tester, etc., quoi. Mais franchement, c'est impressionnant, et du coup, je pense que Midjourney doit avoir ça aussi dans ses valises. Et là, tout le monde va. Là, je pense que OpenAI était le premier à sortir, donc tout le monde a fait merde. Et je pense que d'ici les quelques mois, tout le monde va sortir sa vidéo from text, quoi. Tellement partagé entre l'aspect un peu excitant de nouvelles tech comme ça qui ont cette puissance-là, c'est amusant, et effrayé parce qu'en termes de désinformation, ça va être tellement catastrophique des outils pareils. Et c'est pour ça qu'on va devoir avoir besoin de encore plus éduquer les gens pour apprendre à reconnaître une image, parce que voilà, quoi. Oui, mais les gens, on n'a pas su les éduquer quand c'était déjà gros comme une maison. Oui. Ou c'était trivialement faux. Alors là, c'est mort. Oui, mais là notamment, il y a eu, je sais pas si vous avez suivi, il y a une fausse vidéo de journaliste qui dit quelque chose à propos de Macron, enfin c'est un truc russe, c'est un truc complot russe, machin, et il y a plein de gens qui ne voient pas que c'est une image générée par une image artificielle, quoi. Et après, si t'es complotiste, tu pars déjà pas gagnant, tu vas me dire, mais... mais bon, voilà, c'est un petit peu le délire, quoi. Mais je pense que oui, ça va être... En tout cas, moi, en tant que créatif, c'est vraiment un outil qui me fait envie, quoi. En parlant de créativité, est-ce qu'ils ont des IA à l'heure actuelle qui sont capables de générer des objets 3D qu'on peut utiliser dans des logiciels de CAD? Oui. C'est pas encore au point. Je sais plus te dire. Il y en a 2-3 qui existent. Je sais plus le nom. Je sais que ça existe. Je pourrais te retrouver les références si tu veux. C'est pas encore au point au niveau du maillage et de la mèche. C'est pas dingue parfois. Mais ça existe et je pense que ça va s'améliorer. Mais ça existe aussi ce marché-là. Ouais. Ça m'intéresse. Oui, et notamment pour les imprimantes 3D par exemple. Toi. Voilà. Allez, news suivante. Ah, j'avais coupé pour me servir ma bière. Une loi en France, mais c'est quand même intéressant, a été adoptée, c'est bien à l'unanimité d'ailleurs, pour protéger les images des enfants face au comportement de certains parents qui abusent un peu sur les réseaux sociaux. Alors l'idée, c'est de protéger la vie privée des enfants en mettant la protection du droit à l'image de l'enfant en gestion commune entre les deux parents et aussi avec la vie de l'enfant, pour protéger ces derniers de parents qui partageraient beaucoup trop leur vie sur les réseaux sociaux. Sachant que toutes ces petites photos que certains parents trouvent très mimi à mettre sur les réseaux sociaux en mode un peu abusif, elles vont rester là longtemps, à vie, et ça peut les poursuivre pendant des années, pendant toute leur vie, et créer des vrais problèmes sur le moyen et sur le long terme. Et donc maintenant, dans le cas de parents qui abuseraient un peu, et en cas de désaccord, les juges pourraient interdire à un des parents de poster sans l'accord de l'autre, forçant déjà qu'il y ait un consensus entre les deux parents pour pouvoir poster des choses comme ça. Voire dans des cas graves d'atteinte à la dignité de l'enfant, déléguer l'autorité là à d'autres membres de la famille ou au pouvoir public si vraiment il y a des problèmes. Je suppose que c'est plus pour les parents divorcés, alors, du coup. Pas que, je sais pas, même sans être divorcé. Oui, enfin, si tu arrives à. Qui essaye d'abuser. Si t'arrives pas à te mettre d'accord avec ton épouse pour dire arrête de publier, chacun a un problème. Et si tu vas devant le juge alors que t'es encore avec. Enfin, tu vois, c'est qu'il y a un souci quand même. Ouais, mais sans aller devant le juge, je pense que le fait de dire que potentiellement ça pourrait finir devant un juge, ça donne déjà une autre dimension à l'aspect. Il y a beaucoup de gens, enfin je m'explique, il y a beaucoup de gens qui vont trouver ça très innocent de poster, ou non, c'est que des photos sur Facebook, machin. Non, si c'est au point que ça peut finir devant un juge, c'est que c'est peut-être pas si innocent que ça, et ça peut peut-être le faire comprendre à certaines personnes. Et alors, faut pas oublier non plus que
À l'heure actuelle, 50% des photos échangées sur les forums pédocriminels sont en fait issues de contenus partagés par les parents ou les enfants eux-mêmes sur les réseaux sociaux. Donc, vous trouvez que la photo de votre enfant, de votre petite fille de quelques années qui a juste un bas de maillot est très mignonne à la plage, et il y a d'autres gens qui auront un regard beaucoup plus dégueulasse là-dessus. Et beaucoup de gens ne conscientisent pas ces récupérations qui peuvent être faites. Donc voilà. D'où le sens un peu de cette loi qui sert à protéger un peu les enfants. Je ne sais pas ce que vous en pensez de loi de ce type-là, si c'est une bonne chose ou pas, selon vous. Ce qui est dommage, c'est qu'on soit obligé d'en arriver là, effectivement, de devoir légiférer là-dessus, alors que ça devrait être une question de bon sens et d'éducation. Mais bon, voilà. Le truc, c'est que ceux qui comprennent que c'est pas bien, ils vont continuer à faire attention. Et tous les autres, je crois qu'ils seront même pas conscients de ce qu'ils font, quoi. C'est un peu le souci, peut-être. Pour moi, ça s'adresse vraiment aux parents qui sont en désaccord ou en divorce ou qui sont plus ensemble. Parce que du coup, comment tu peux contraindre l'autre parent à arrêter de poster 15 000 photos de tes parents et en disant arrête. Et on dit bah tant pis, là il y a une loi qui permet de dire bah écoute, moi je suis pas d'accord donc tu mets pas quoi. Je pense que c'est plus ce genre de choses. Ça et les parents qui abusent sur les réseaux sociaux en utilisant ça pour faire de l'argent en masse. Ouais, oui, ça c'est encore qui monétisent complètement l'enfance de leurs enfants comme ça. Ouais, ça c'est une autre loi encore, je pense. Ouais, mais oui, je suis d'accord. Ouais. Ouais. La news suivante, hein. Oui. Et pour répondre à Zito, moi j'ai fait mon deuil de dire c'est dommage qu'ils font une loi pour ça. Rappelle-toi qu'il y a un arrêté royal en Belgique pour forcer les gens à se laver les mains quand ils sont dans la restauration. Et ça doit être affiché dans toutes les toilettes de restauration. Alors que oui, se laver les mains, c'est censé quand même être vachement basique. Et c'est loin d'être acquis. Donc une fois que tu as admis que ça, c'était pas acquis, le reste, évidemment que c'est pas acquis. Enfin, je veux dire, t'as tout à fait raison. Gemini, donc c'est pas la petite sauterelle dans Pinocchio, mais c'est la nouvelle IA de Google. Cricket, non ? Oui, j'ai dit quoi ? Oui, Cricket, sauterelle, c'est pareil quoi. C'est la nouvelle IA de Google, donc il y avait Bard, et du coup c'est l'évolution de Bard qui s'appelle normalement Bard Gemini, et en fait la version 1.5. Alors je ne pourrais pas vous expliquer en quoi ça va changer beaucoup de choses, je sais juste qu'il va être plus performant, il va comprendre plus d'éléments, etc. Voilà, pour l'instant ça reste. Voilà, je sais pas vous dire techniquement comment ça marchait. Grumpy aurait pu, malheureusement il est malade. Peut-être qu'il nous écoute, on le salue au fond de son lit. Mais en tout cas, voilà, c'est une nouvelle génération de modèles qui va arriver et qui est maintenant réservée, pour l'instant en tout cas, aux pros, aux entreprises, etc. Et apparemment, certains peuvent déjà avoir des testeurs qui vont bosser dessus. Et voilà. Petit peu près comment ça va se passer, mais non voilà, donc on voit que ça évolue aussi au niveau de Google, donc je pense que ouais, c'est vraiment autant on a eu la grosse avancée avant avec tout ce qui était dans le cloud, machin, un truc, là on va à fond sur l'IA, voilà, mais donc nouvelle version de Gemini qui arrive bientôt pour nous, sûrement, probablement. Mais moi j'aimerais bien que le Google suive un peu aussi cette IA, en fait, qu'on ait aussi ça embarqué chez nous, et qu'on ait plus, par exemple l'autre jour, là on a un truc, un Google Home quoi, et on lui pose une belle question, et en fait il comprend pas parce qu'il est trop bête en fait, on peut pas lui poser, il contextualise pas en fait assez, et lui il a juste des mots clés auxquels il répond et basta quoi. Donc maintenant ce que j'aimerais beaucoup arriver, c'est voir ce genre de techno directement dans les enceintes et connecté quoi, et à ce moment là on aura vraiment quelque chose de puissant qui sera vraiment intéressant à utiliser, je pense, mais oui, je sais pas. Dans les rumeurs, Apple aurait dans les cartons dans pas trop longtemps Siri 2, et ça serait a priori une évolution de Siri avec les IA et un truc beaucoup plus poussé, et à mon avis ils vont tous suivre le rythme. Alors après la question c'est est-ce qu'on pourra l'utiliser via un update de notre Google Home il faudra tout racheter. Il faudra racheter un Google Home plus. Faudra tout racheter, je payer un abonnement. Ouais. Je suis d'accord avec toi, en fait, ces enceintes connectées elles vendaient un peu du rêve, et finalement l'usage est très limité, et en fait c'est les IA actuelles qui permettront d'atteindre un peu ce qu'on nous vendait à la base avec ces trucs-là. Ouais, exactement. Je sais plus, le jour on demandait je sais plus, un bête truc de faire mais ça marche pas en fait, il y a rien qui marche, en fait on prend juste des mots clés quoi. En parlant de rumeurs Apple, pardon, excuse-moi, vas-y Zito. Non, j'allais dire, dès que tu mets plus que 12 mots dans une phrase... Ouais, c'est finito. Les rumeurs Apple, je sais pas si vous avez vu, ils sont en train de développer des téléphones pliants et des tablettes pliantes apparemment. Et j'ai vu passer de loin la rumeur. Mais ils ont des problèmes notamment avec de casse et de fiabilité, ce genre de choses. Et apparemment, ils auraient la même technologie qui fait que si ton téléphone chute, le téléphone aurait ce qu'il faut pour ne jamais chuter sur la vitre en fait. Donc le téléphone aurait un petit
un petit moteur qui Un va... gyroscope Ouais, incorporé. ouais, qui permettrait en fait de pas tomber sur la mode vitre. chat, quoi. Un mode chat, ouais. exactement. Et je trouvais Les ça... tartines beurrées. Parce que notamment avec ce fameux téléphone dépliant, s'il tombe apparemment à plat, bah, il pète, quoi, ça va pas bien. Donc du coup, ils auraient une technologie pour qu'il se referme et qu'il se remette en mode chat. Parce que c'est vrai, en plus, maintenant que tu dis ça, je m'étais jamais posé la question avant, mais on met tous des coques sur les téléphones pour les protéger un peu de ce genre de chute parce on gagne pas assez nos vies pour acheter un téléphone tous les 2 mois parce qu'il est tombé, hein, et ça tombe les téléphones, faut pas se leurrer. Mais en fait, sur un téléphone pliable, tu sais pas mettre une coque. Ah non, parce que t'as des trucs partout, je suppose que... Une double coque. Oui, tu auras comme Ouais, des mais tu vois, coques. comme ça se Ouais. plie, il faudrait une coque avec la charnière, mais c'est Mhm. bizarre, tu vois. Ouais, ce serait pas Faudrait mal. regarder pour le Z-Foil, mais je pense qu'il ça doit exister quand même, des coques. Enfin voilà, du coup je trouvais cette rumeur de téléphone chat assez incroyable. Et c'est vrai que ça pourrait peut-être permettre de sauver pas mal de fois nos téléphones. C'est à voir. Ah, j'aimerais bien voir ça en avant. Allez, news suivante. Alors, les batteries lithium métalliques, le retour. On n'est pas sponsorisé hein, par Lithium Non, ou par... j'avais envie de parler batteries et les news m'ont donné raison. Euh, les batteries lithium, donc bon, j'en reparlerai plus à ma chronique, mais en gros, généralement, l'anode, c'est du carbone dans lequel s'insèrent les ions lithium. Parce que le lithium métallique, bien que plus intéressant en termes de densité d'énergie, donc en termes de quantité d'énergie par masse, pose des problèmes parce que c'est des batteries qui se dégradent très vite dans le temps, parce que le métal, en se chargeant, déchargeant, va créer des petites dendrites qui finiront par créer des courts-circuits. Et en plus, le lithium métallique, ben, c'est inflammable, enfin, ça peut prendre feu à l'air et c'est pas foufou en termes de sécurité. Mais des chercheurs vont peut-être remettre au goût du jour cette technologie-là à la place des anodes avec le carbone, puisque le plus gros problème, c'était ces quelques cycles de charge-décharge qui allaient faire rapidement perdre la capacité à la batterie. Et ils ont démontré qu'en déchargeant entièrement la batterie jusqu'au point de dissoudre entièrement la anode métallique et en la laissant reposer, ils arrivaient à récupérer des particules de lithium métallique qui s'étaient perdues et qui s'étaient un peu inactivées parce qu'elles allaient se redissoudre et être réexploitables. Et donc, avec un peu de programmation, ça pourrait permettre d'utiliser en fait des batteries typiquement en lithium-métal sur des voitures ou quoi, et d'avoir une bien meilleure durée de vie. Puisque une batterie de voiture ou tout ce qui est grosse batterie, ben, c'est des milliers de petites cellules mis bout à bout, hein, comme si vous aviez une pile, des milliers comme ça. Et donc électroniquement, il suffirait entre guillemets de programmer pour que les cellules l'une après l'autre se déchargent totalement, et donc on aurait une ou deux cellules entièrement déchargées qu'on laisse reposer pour qu'elles se régénèrent, et puis on alterne comme ça toutes les cellules les unes après les autres, et on récupère comme ça la capacité de ces cellules, et on peut obtenir des durées de vie beaucoup plus importantes. Et donc voilà, je trouve ça intéressant. Et donc à voir un peu si ce genre de technologie finira par être exploité. Donc voilà, ça pourrait ramener le lithium métallique de manière plus viable comme anode, à voir. Ouais. News très rapide, Diablo 4 est sur le Game Pass. Voilà, essayez le solo si vous avez le Game Pass, c'est bien. Est-ce qu'on a accès au multi? Est-ce que c'est la V1.0 ou est-ce qu'on a mis à jour? En théorie, vous allez jouer avec les autres, donc c'est la bonne version. Voilà. Par contre, n'achetez pas la monture à $60 qui est sortie la semaine passée, et n'achetez pas les changements de couleur de portail à $30, s'il vous plaît, n'achetez pas ces merdes-là. Ils ont fait ça. Ouais, si tu veux changer le portail de ville, c'est $30. Pour un swap color. Un swap color, mec, c'est un truc de dingue. Mais et là, que les autres le voient pour que tu puisses afficher ta richesse. Oui, les autres le voient, ouais. Mais tu peux même pas choisir ta couleur, la nouvelle couleur dépend de ta classe, donc tu peux même pas choisir ta couleur. Oh, Voilà. Ce sera plus cher. Et ils vont faire une version après plus chère, ouais. Et il y a une monture à $60 qui est sortie, enfin, sur Diablo 4, je sais pas si je joue à Diablo 4, mais la monture elle est toute petite comme ça, on voit rien, c'est vraiment... Mais je pense qu'ils ont déterminé en fait que les gens qui raquent pour des cosmétiques comme ça, c'est une infime quantité de gens, et que dans cette infime quantité de gens, beaucoup sont prêts à craquer beaucoup. Et donc le but c'est pas d'en vendre beaucoup, c'est d'en vendre peu mais cher. Ouais, mais n'achetez pas ça. Même si vous êtes riche, n'achetez pas ça. Achetez autre chose, $60. Ouais, achetez des gens pour qui vont jouer avec vous à votre place. Je sais pas, mais voilà, c'est un peu dingue. Allez, news suivante. En parlant de naufrage, on va parler de Skull and Bones. Je sais pas si vous avez vu, il y a la bêta qui est sortie.
Skull and Bones, c'est le dernier jeu d'Ubisoft. En fait, je vous raconte la genèse de ce jeu. Il y a très longtemps, il y avait un Assassin's Creed Black Flag. Donc c'était très chouette. Qui était très chouette. Et c'était un Assassin's Creed où on jouait un pirate. Et il y a toute une partie en fait de l'aventure qui se passait sur l'eau avec notre bateau, abordage, piraterie, enfin tous les trucs comme ça. Et en fait les gens ont dit ah mais c'est génial en fait, nous on aimerait bien un jeu que de pirates quoi, pas Assassin's Creed mais que de pirates. Du coup Ubisoft il y a des années a dit bah tiens on va lancer un jeu de pirates. Le jeu est passé par toute la mer du monde je crois, et il arrive enfin à sortir dans la douleur à 80€. Mais Ubisoft a déclaré que ça valait 80€ parce que ce n'était pas un triple A, c'était un quadruple A. Voilà. Quadruple A, bah tiens. C'est vraiment ridicule, c'est vraiment... Des prix pareils sur des jeux, c'est à gerber, je trouve, mais bon. Après, il faut vous y faire. Hein. Le prix actuel des jeux modernes récents, ça va rester 80€ de plus en plus. Ouais, mais Palworld, c'était 28€ et c'était très bien. C'était plus fun. Exactement, ouais. Et donc voilà, et donc ils promettent, c'est un jeu vendu bien sûr à sa service, donc il y aura plein de mises à jour, plein de bordel comme ça, plein de microtransactions bien sûr, et d'après ce que j'ai vu, j'ai un peu regardé les streams, j'ai un peu regardé les avis, la bêta elle est pas folle en fait, parce que les abordages, c'est une cinématique l'abordage, donc quand tu cliques sur X, et puis il y a une cinématique, et après tu fais la bataille, je dis mais attends, c'est un scandale que ça se passe en temps réel quoi, c'est vraiment... Pirate, ça doit être du temps réel. Tu peux pas aller sur les îles. Tu vas récolter du bois, c'est une cinématique où tu vois ton mec qui coupe du bois et finito. Puis c'est nul. Ça viendra dans les leur jeu. C'est vraiment en plus la mer. L'essentiel. C'était un truc à ne pas rater dans un jeu de pirate. C'est l'eau. Là c'est raté. Voilà. C'est même pas d'un dernier techno, c'est même pas joli. Donc voilà, Skull and Bones pour moi c'est un gros non, et n'achetez surtout pas quoi, de 80 balles, jamais quoi. Gardez votre pognon, et si vous voulez un bon jeu de pirate, jouez à Sea of Thieves. Ouais. Sea of Thieves, ah oui, Sea of Thieves, ouais. Ouais, limite, c'est un peu Black Flag. Ouais, et puis c'est un peu arcade, mais c'est toujours pas mal, voilà, et on est très loin d'un Star Citizen de la mer en tout cas. Bon, allez. C'est tout pour les news tech ma foi. Maintenant on va parler... On va enchaîner. Peut-être que quelqu'un a un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule. Je peux aller sur le coup de cœur. Allez c'est parti. C'est un petit coup de cœur du coup pour les boîtes de jeux Unlock. Vous connaissez probablement ça déjà, la majorité des gens. Ce sont des petits jeux de cartes. Ça tire dans une poche, on peut faire une partie, on peut faire le truc en 30 minutes et ça se joue entre 1 et 6 joueurs. Le seul problème avec ces bazars là, c'est que ça coûte genre 7 euros. On voit pas. Ça coûte genre 7€, mais par contre, on sait les jouer qu'une fois quoi. Mais c'est sympa, hein, vraiment, on passe de très bonnes soirées avec cette histoire-là. Après, voilà, tous les échanges. Tous les échanges avec des gens, ouais, c'est vrai. Ouais, ou tu peux les louer à une médiathèque, ça c'est le genre de jeu qui est très intéressant. Ah bah oui, ça aussi. Voilà. J'ai pas de médiathèque moi dans mon coin. Mais tu n'as rien dans ton coin. Une rivière. Une rivière qui déborde. Mais va voir les castors, ils ont peut-être des jeux, je sais pas. Oui, possibilité. Sinon, t'invites Kylian à vivre chez toi, t'auras une médiathèque. Ah voilà, ouais. Il habite pas loin, Kylian. T'aurais dû faire une coloc avec Kylian. Voilà, comme ça t'aurais hérité de 4 millions de jeux. Ah mais t'imagines tous les jeux de Kylian et le bordel de Yves réunis dans le même truc. C'est pas possible. Il serait obligé d'imprimer des étagères. Oui, c'est ça, pas le choix. Et il nous dirait oui, là j'ai reçu les nouvelles étagères machin bidule, mais elles sont dans la boîte, faut que je les sorte. On va faire un unboxing. Et ils mangeraient tous les deux dans un saladier parce qu'ils ont plus rien de propre. Non, ça va, Kylian est l'habitué, il a des enfants donc lui ça va, il fait son ménage. Je fais mon ménage, hein, c'est pas ça. Ça. Mais bon, quand il faut nettoyer la vaisselle, tout ça, ça prend tout de suite une semaine. Oui. Mon Dieu. Il faut beaucoup propre, de hein. Une fois qu'il est propre, hein, je le nettoie tout de suite, mais je le laisse propre dedans longtemps. Ah oui. T'attends, tu fais tourner quand on le vide, quand tu reprends au fur et à mesure le propre, tu remplis. Ok, d'accord. Exactement. Très belle technique. J'ai vu une vidéo comme ça d'une famille américaine et du coup la meuf, tu sais, famille un peu bourge américaine, elle avait fait installer 2 lave-vaisselle dans sa baraque.
Comme ça, quand il y avait un lave-vaisselle qui avait fini de tourner, il se servait dans la vaisselle propre, et il mettait la vaisselle sale dans le lave-vaisselle. Bah voilà, Yves. Attends. Pas une mauvaise idée, hein. Il est en train de C'est pas commander une un mauvaise deuxième idée. lave-vaisselle. Ouais, j'ai pas la place, hein, mais sinon, ce serait une bonne idée cette histoire. C'est une bonne idée. Allez, maintenant je propose qu'on parle de bière et on va parler des bières et des brasseries de 2023. Et c'est Zito qui va nous faire une petite. Qu'on appelle ça une rétrospective. Rétrospective. Ouais, exactement. Allez, c'est parti. Et donc oui, j'étais un peu en manque d'inspiration. Ça fait d'ailleurs un petit moment qu'on s'était pas vu parce que je ne savais pas quoi vous raconter. Et Doc m'a dit, bah, tiens, si tu nous disais un petit peu, tu nous parlais un peu des bières que tu avais préférées en 2023. Et ben pourquoi pas. Déjà, on peut peut-être commencer simplement sur un petit plan sur 2023. C'était pas la meilleure année hein, en termes de brasserie. Dans le monde brassicole, ça a été un petit peu difficile. On a eu des grosses variations des prix de l'énergie. Les prix de l'énergie, forcément, faire de la bière, ça consomme pas mal. Ça a amené aussi beaucoup de variations dans les matières premières. Et bref, on commence à voir une petite explosion de cette bulle brassicole où énormément de petites brasseries s'étaient installées. On commence à voir malheureusement quelques petits qui se cassent les dents, et pas que des petits d'ailleurs, en 2023, et ça va continuer sûrement en 2024. À côté de ça, malgré tout, moi, j'ai quand même l'impression que le niveau des bières qu'on retrouve sur le marché a quand même vraiment bien évolué. En tout cas, au niveau du marché artisanal, on a vraiment des bières qui sont excellentes, même produites par des toutes petites brasseries, et ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour nous tous. Mais bon, à côté de ça, donc, vous le savez, moi j'organise des brasseries, j'organise des brasseries, j'organise des événements, hein, et donc, en permanence, je suis à la recherche de bonnes bières à faire découvrir à mes habitués, et chaque sélection, elle doit être différente. Donc à chaque fois, je dois goûter et choisir énormément de bières. Oui, ma vie est terrible. Et donc, En compte, Wally, nous, on prépare nos chroniques, on rédige des trucs, lui, il picole. Non, mais je prépare ouais, ma ouais, séance. et c'est du travail, c'est du travail, hein. Pour avoir une idée, l'année passée, il y a eu une douzaine d'événements qui ont été organisés, 67 bières sélectionnées. Donc, si je dis 67 bières sélectionnées, on peut quand même imaginer qu'il y a plus de 200 déjà sur l'année au minimum qui ont été parcourues pour faire la sélection, hein. Et donc, j'ai fait un petit top des brasseries que j'avais le plus proposées en 2023. La première, c'est Sibiria. Sibiria, c'est une brasserie tchèque qui propose une gamme super variée en très belles canettes. Donc, ils font quasiment que des canettes d'ailleurs. Ils ont un très beau savoir-faire sur les bières houblonnées. Donc, ils ont des IPA ultra fruités. Ça fait vraiment un travail assez exceptionnel, même s'ils font aussi des bières plus colorées, mais c'est moins pour moi leur spécialité, quoi. Et j'apprécie beaucoup, c'est qu'on les trouve très facilement près de chez moi, chez Beer One and Spirit, où ils ont une forme d'exclusivité, où donc cette brasserie tchèque envoie régulièrement des bières maintenant chez eux. Et donc, c'est toujours un plaisir. Et donc, j'ai proposé vraiment un bon paquet de fois, avec à chaque fois des bières différentes, et aussi pour des tarifs qui sont raisonnables pour des bières étrangères de cette qualité. Donc, bonne adresse. Vous connaissez Sibiria? Non. Peut-être pas, hein. Non. Non, et donc c'est Sibiria, B-E-R, en fait, c'est ça. B-E-E-R-I-A, ouais, Sibiria. Donc vraiment, si vous traînez sur Namur, allez jeter un œil. C'est très sympa chez Beer One and Spirit. La deuxième brasserie que j'ai beaucoup proposée l'année passée, c'est la brasserie des Trois Provinces. Et ça, c'est tout près de chez moi. C'est beaucoup moins loin que la Tchéquie, puisque Thierry habite, à mon avis, à 5 km, 5 km de la maison. Et il fait brasser deux bières chez Mine. Donc, vous connaissez peut-être la brasserie Mine qui s'appelait Brasserie de Bastogne avant. Elle est à Bayonville. Et chez Mine, il fait brasser l'Estamine et la Triple Carpiste. Donc, ce sont deux bières qui sont agréables et assez appréciées en général. Mais il se fait que Mine a en plus un superbe chai de barrique. Et donc, il a demandé, ça fait maintenant 2 ou 3 ans, pour faire vieillir ses bières dans des barriques un petit peu différentes chez eux.
Et c'est toujours une super belle découverte parce qu'il y a vraiment une modification incroyable de la bière. Moi, j'apprécie beaucoup les bières en barrique, je dois dire. C'est quelque chose qui fonctionne souvent bien. Et quand c'est bien fait, bah, c'est un vrai plaisir. Donc, Brasserie des Trois Provinces avec ses bières barriquées, je l'ai proposé un bon paquet de fois. Et une brasserie qui revient maintenant très très régulièrement, la troisième que j'ai bien proposée, c'est Atrium, à Marche, en face du quartier latin. Si vous voyez un petit peu le quartier latin, c'est la rue des Brasseurs en plus, c'est vraiment, ça tombe bien. Ils sont installés là en 2018 avec, c'est un couple, Paula qui est brésilienne et Valérie belge. Et ces deux-là sont passionnés de bière. Ils ont déjà une belle gamme fixe, mais depuis pratiquement le début, ils s'amusent à proposer des variations autour de différents styles et ils font vraiment beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Une des dernières bières que j'ai goûtées chez eux, bah, c'était la semaine passée. C'était un Imperial Stout aux algues, par exemple. C'était assez original et franchement, ils s'en sortent vraiment bien. Donc, Atrium, c'est toujours aussi une valeur sûre en termes de bonne brasserie et donc que je sélectionne très très souvent aussi. En petit bonus, qui n'est pas une brasserie, mais une cidrerie. Quand je disais que Thierry, il habitait à 5 km, la cidrerie, elle est à 800 mètres ici, au-dessus de la maison. Et il se fait que c'est un brasseur Il a un amateur à la pipeline base. directement de la cidrerie à chez lui. Ouais, Ouais, en fait, il suffit de laisser tomber les bouteilles et elles roulent jusqu'à la maison. il y a un aqueduc. Exactement. Un cidre-duc. Un cidre-duc. Un cidre-duc. Mais bon, à la base, quand même, Jeff, je ne sais pas si on dit le cidrier, en tout cas, celui qui crée ces cidres, est aussi brasseur amateur. Et donc, il a quand même une approche un petit peu bière dans certains de ses cidres, puisqu'il a des cidres houblonnés. Et donc, ils sont assez sympas et que j'ai aussi proposé quelques fois en atelier. Il me semble d'ailleurs sur le Luxembourg, je ne sais pas, Yves, il y a moyen de trouver des cidres houblonnés. Je sais, ma sœur en avait ramené. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Non, peut-être au marché de Noël. Moi, personnellement, j'ai jamais eu l'occasion de tester. J'adore le cidre, moi. En plus, c'est un truc que Ouais, et on j'aimerais dit bien bien goûter. le cidrier. On dit le cidrier, voilà. Oui, je pense Euh, que ça existe sur Luxembourg. En tout cas, au marché de Noël, j'ai déjà vu, donc. Oui. C'est assez intéressant, c'est très particulier, ça change évidemment fort du houblon dans la bière, hein, c'est vraiment autre chose. Et j'en avais mis au frigo pour vous, mais ce sera pour la prochaine fois quand on se verra. Bien sûr. Avec plaisir. Ah, dans 15 jours, c'est chez Méo. Ouais, 15 jours, je vais regarder un petit peu. Il y a moyen, il y a moyen. C'est déjà le 1er Sûrement. mars? Ah oui, c'est déjà le 1er mars, ça passe trop vite, ouais. Oui. Oui, ça pourrait rouler. Et donc, en petit supplément découverte brasserie, j'ai aussi beaucoup apprécié les bières de chez Norm. Norm, c'est une brasserie, enfin, c'est pas une brasserie en tant que telle, c'est des petits gars qui font brasser encore pour l'instant parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir leurs propres installations. Ils font brasser chez Anders, qui est une top brasserie en Flandre qui brasse pour beaucoup, beaucoup de monde avec un très grand savoir-faire. Et Norm propose des recettes qui sont aussi très houblonnées, avec des houblons parfois un petit peu atypiques, un petit peu originaux. Je me souviens d'une IPA néo-zélandaise, par exemple, en tout cas au houblon néo-zélandais, qui était très très intéressant. Et je ne doute pas que s'ils continuent comme ça, ils pourront faire un grand chemin chez nous, parce qu'en Belgique, malgré tout, des bières de ce genre, on n'en a pas encore assez. Donc voilà. Vous, en brasserie, un petit truc qui vous a plu cette année? Qu'est-ce que moi je suis resté sur ma vedette, hein. Je prends de la Brewdog aussi maintenant, mais voilà, suite tu m'avais fait découvrir ça et voilà, est-ce que je non. Je suis plus une année du vin moi cette année que une année de bière, tu vois. Mais non, je suis resté sur mes acquis après ouais, après c'est peut-être parce que là où je vais, il y a pas de bière incroyable non plus. Donc du coup, je prends toujours la même chose quoi. Ouais, moi je suis pas assez connaisseur pour aller jusqu'à rattacher les bières que je bois aux brasseries et ainsi de suite. Maintenant, j'ai la chance que le Deleuze, où on fait les courses, ont quand même un rayon qui est intéressant et qui se renouvelle. Donc je découvre des chouettes trucs là-dessus. Mais voilà, pas jusqu'à lier ça à la brasserie. Moi, c'était la brasserie Héritage. J'avais été à la dégustation, bizarrement à Liège, alors qu'eux, ils sont à l'église. J'avais été à la dégustation de Liège au musée de la Wallonne, et j'avais pu goûter leur bière là-bas, ainsi que plein d'autres bières, c'est très sympa. Et puis non, je suis resté sur Héritage parce que c'est facile d'accès, c'est à côté en fait. Oui, Clément est super sympa. On lui fait coucou. Oui, on te salue. Anecdote très très rigolote d'ailleurs, c'est que j'étais tout près de chez moi
à 10 minutes de chez moi, sur Sambreville, pour ceux qui connaissent un petit peu. Mhm. Et en roulant en voiture, je vois sur le bas-côté Clément qui habite à 150 km de chez nous, hein, a priori, et qui était à pied. Et je ne sais pas ce qu'il faisait là. On s'est fait signe et puis on s'est appelé parce que c'était quand même très improbable. Et donc voilà, tout arrive chez nous. La Belgique est vraiment microscopique quand on voit ça. C'est clair. Sambreville, ouais, c'est pas à côté, quoi. Ah oui, enfin, oui, il était chez nous, c'était drôle. Enfin, si je continue mon petit chemin au-delà de ces 3 brasseries très très sympathiques, 4, 5 même, si on parle du cidrier, j'ai quand même eu 3 coups de cœur aussi dans mes sélections, même si évidemment toutes les bières que je sélectionne, je les apprécie. C'est un peu la base aussi de ma sélection. Je ne vais pas choisir une bière que je n'aime pas. Et malheureusement, j'ai aucun accord financier avec une quelconque brasserie qui me paye très cher pour proposer leur bière. Donc c'est toujours des choses que je choisis et que j'aime. La toute première que j'avais vraiment bien aimée, c'était la Amy Farmhouse. Farmhouse, parce que c'est Ah, un tu nous avais style. parlé, non? Je ne sais plus si je vous avais parlé de celle-là déjà. Elle est aussi au frigo pour la prochaine fois, Doc. Euh, mais donc, cette Amy Farmhouse, c'est une bière de chez Doc, qui est une bière aux levures mixtes, donc avec une levure saison et une levure Brett, qui apporte un petit côté sauvage acidulé, et en plus, elle est vieillie en barrique de vin blanc. Et donc voilà, on est vraiment sur un truc frais, un petit peu acidulé, avec un petit côté vineux. C'est génial. Un truc que j'avais vraiment, vraiment bien aimé. Dans les trucs un peu what the fuck, j'ai fait découvrir la Blackcurrant Choc Chip Waffles de chez Vault City en Écosse. Donc Blackcurrant, ça veut dire cassis. Choc Chip, c'est des morceaux de chocolat littéralement, même si on n'a pas les morceaux, on a le goût chocolat. Waffle, c'est gaufre. Et donc on avait ces 3 goûts qui s'étageaient en plus. C'était assez marrant parce qu'on les retrouvait vraiment à la dégustation dans une bière un petit peu chargée comme ça. C'était très, très, très spécial et très apprécié aussi parce que c'était très surprenant. Et ça, c'était vraiment peut-être la plus bizarre avec celle au piment qu'on a pu découvrir cette année. Et la dernière, parce que j'aime beaucoup les bières de Noël, en tout cas la sélection des bières de Noël, c'était une bière de chez Alvin qui s'appelle la Gaspard Vintage, qui était vieillie en barrique de whisky. C'était super boisé, ça avait beaucoup de corps, beaucoup d'ampleur, et c'était un vrai plaisir. Alvin, donc aussi très belle brasserie d'ailleurs, si vous en voyez passer. À Donc tester voilà. celle-là, je connais pas. Oui, oui, vraiment bien. Donc voilà, encore une belle année, et cette année s'annonce tout aussi chouette en termes de bonnes bières, parce que malgré les années qui passent, on arrive toujours à découvrir des nouvelles choses, des nouvelles bières, nouvelles brasseries, un petit peu moins, là vraiment, comme on l'a dit, ça se calme un petit peu. Mais la variété des bières sur le marché est toujours aussi énorme. T'as jamais été tenté, toi, de te faire une brasserie ou une micro-brasserie? Mais justement, il y en a assez. Il y en a assez qui font plein de bonnes choses. Et ouais, c'est intéressant, c'est amusant. Mais on se rend compte, et ça c'est parfois aussi la désillusion de certains brasseurs à un moment donné, c'est que les gens qui veulent se lancer, ils se voient brasser. Ok, mais brasser, ça prend pas tellement de temps. Par contre, vendre tes bières, ça prend beaucoup de temps. Des marchés, essayer d'aller les placer dans des magasins, dans des Ah oui. bistrots et des choses comme ça. Et c'est parfois aussi un peu un côté enfin, oui, une petite surprise pour certains qui s'imaginaient pas que ça prendrait autant de temps. Il y a aussi beaucoup d'administration, hein, de papier, de paperasse et autres. Donc non, moi j'aime bien les déguster et les partager. Et les autres se chargent de faire de bonnes choses pour nous. D'accord, très bien, c'était comme ça. Ok, bah merci. Zito, c'est le critique culinaire, il aime bien Oui, manger, oui, mais il fais veut pas pas faire du manger. mal. Non, non. Ouais, j'aime bien faire à manger avec une bière. Merci Zito. Ouais. Et on te revoit cette année pour nous proposer des bières? Oui, hein. On va Très bien. essayer. Très très bien, merci. Un petit coup de cœur, Doc, je t'en prie. Oui. C'est parti. Alors moi, c'est un coup de peut-être cœur, je suis pas sûr. Euh,
Ça faisait quelques temps qu'il me faisait de l'œil et j'ai chopé l'intégrale de Albator en manga. Donc c'est une édition intégrale, donc c'est un pavé parce que ça coupe en fait 5 tomes qui sont parus du manga Albator. Albator, vous connaissez, hein, le fameux corsaire, capitaine de l'espace, selon un peu les traductions qu'on chope. Et c'est intéressant. Alors déjà, attention, si vous lisez ce truc, il faut le lire comme un manga de son époque, parce que vous avez envie de voir un peu les origines d'Albator ou revenir aux sources. Mais c'est pas un classique du genre où genre on va dire lit Dragon Ball, c'est un grand classique, c'est chouette de lire. Albator n'est pas à ce stade-là, je pense. Faut vraiment y aller en connaisseur, en sachant ce qu'on va chercher et pas le mettre dans toutes les mains. D'une part parce que c'est une œuvre inachevée, en fait après 5 tomes ça tombe au milieu de nulle part, ça ne se finit pas. Et en fait manifestement Albator, la suite c'est beaucoup plus concentré sur la série animée et le manga a été assez vite abandonné, ce qui est pas forcément commun dans l'univers des mangas, mais qui m'a un peu surpris parce que je ne m'étais pas renseigné et je fais ah, il n'y a pas de fin, il y a la suite, ah non ça s'arrêtait là, ok. Bah, bien. Et après c'est un manga qui est assez intéressant parce qu'ils ont repris pas mal de traductions de noms japonaises. Donc on n'a pas forcément tous les prénoms à la francisée de la série, si ce n'est à Albator lui-même. Mais bon, ça c'est pas forcément pour un mal une fois qu'on passe au-dessus. Et puis après c'est une œuvre de son époque, hein, c'est pas tout jeune Albator. Donc c'est assez marrant parce que c'est assez ambivalent. C'est un manga japonais de son époque, c'est-à-dire que ben, la place de la femme, c'est dans le vaisseau quand les hommes vont se battre ou un peu rester à leur place. Enfin, vous voyez ce côté un peu très vieillot, vision de la femme. Mais en même temps, dans l'équipage Albator, certaines femmes ont le pouvoir, ont du pouvoir et ont des grades haut placés, même si ça plaît pas à certains hommes en dessous d'elles. Et sont mis en avant comme parfois des personnages forts et indépendants. Et donc il y a cette ambivalence là, tu vois. On sent que c'est ancré dans une certaine vision de la femme d'une certaine époque et qu'en même temps, il voulait montrer quelque chose de plus moderne et mettre une place plus importante à la femme, mais sans aller au bout totalement de la démarche. Et c'est pour ça aussi, je pense que c'est pas forcément quelque chose à mettre peut-être dans toutes les mains ou dans des mains plus jeunes, parce que c'est quand même un truc pas toujours valorisant comme vision. Mais voilà, donc c'était une expérience intéressante, j'ai lu assez vite, j'ai vraiment apprécié. Euh, Si vous aimez Albator et que ça vous intéresse, pourquoi pas. C'est 25 €, je pense, cette intégrale de 5 tomes. Mais attention que c'est une œuvre inachevée dans tous les cas. Ok, merci Doc. Allez, maintenant on va vous parler de gravure laser avec notre ami Yves. Et oui, nous allons parler de gravure laser aujourd'hui. Alors pas la gravure de CD, hein, on ne parle pas de ça aujourd'hui, ni DVD, je parle de gravure sur du bois. La sur gravure des bonhommes, dans le bois, gravure dans des bonhommes, l'acier, quoi. dans l'alu. Et oui, dans les outils de construction assistée par ordinateur, on parle souvent des CNC. CNC sont ces machines-là qui bougent avec un spindle qui va graver des trucs sur le bois, ou alors plus connus pour vous peut-être, les imprimantes 3D. Ou les Elles font tout découpeuses pareil. à haute pression. Découpeuse haute pression, découpeur plasma et ainsi de suite. Donc ça marche toujours de la même façon, c'est un kart du matériel qui va bouger en avant, en arrière, sur le côté, à gauche, en haut, Un en bas. plateau en français. Un plateau qui va faire. Je te remercie, je l'avais en anglais, mais je l'avais pas en français. Ouais, ça c'est. Et puis qui va Les faire casteurs, ils descendre parlent pas français, c'est pour ça. votre truc là vers le bas. Alors pour une CNC, c'est un spindle, pour une imprimante 3D, c'est une tête d'impression, et pour un laser, c'est un laser, c'est de la lumière. Alors du coup, c'est assez connu, genre, ça existe depuis un certain temps, mais c'était relativement peu abordable à l'époque, et surtout la puissance des lasers à l'époque n'était pas suffisante pour pouvoir faire tout ce qu'on peut faire avec à l'heure actuelle. Ça s'est largement démocratisé ces derniers temps, et bah, là on se retrouve avec pas mal de choses sur le marché qui sont plutôt intéressantes. Donc, je vais vous parler du premier type de laser, hein. C'est un laser à diode. Donc, ce sont des lasers dans les moins chers. Donc, c'est une diode, une LED, qui va émettre une lumière laser sur la chose que vous voulez graver ou couper, et qui va la marquer, quoi. Voilà. Donc, là, c'est le plateau qui va bouger.
qui va faire bouger la tête aussi en même temps. Et puis, ben, ces graveurs se trouvent à des prix plutôt intéressants. On commence à 100 € et puis on peut aller jusqu'à des 5, 6, 7 000 €. Mais pour 100 €, vous avez un laser de base avec une diode d'1 watt qui est capable de graver sur du papier, d'écrire sur du papier. Alors vous allez me dire, ça, ouais, c'est cool, c'est pas intéressant. Oui, bah alors c'est surtout que ça marche aussi un petit peu sur le bois, donc on peut imprimer des trucs sur du bois. C'est sympa pour faire je sais pas, des pièces pour un jeu de rôle par exemple, ou des colliers ou ce genre de trucs-là. Ça, c'est ce qu'on avait déjà il y a plusieurs années disponible sur le marché. Donc là, vous les avez toujours, sauf que maintenant, bah, pour 100 balles ou 200 balles, vous avez un graveur de 10 watts. Et 10 watts, ben, ça permet déjà de faire plus de choses. Avec ça, on peut déjà couper du bois. On peut couper du bois, du contreplaqué de 2, 3, 4 mm, 5 mm peut-être. Et surtout, on peut graver dessus. Donc, vous prenez votre dessin papier, là, puis après, vous le scannez peut-être, vous le transformez en SVG. Il y a des logiciels qui font ça pour vous sur Internet. Et puis après, vous le tapez dans l'application, et puis ça s'imprime, globalement, hein. On trouve, ça sont les lasers de base 10 watts, hein. Dans les lasers à LED, on va jusqu'à 40 watts à l'heure actuelle. 40 watts, c'est pas la puissance qu'il faut c'est pas l'énergie qu'il faut au laser. 40 watts, c'est la puissance du laser sur la plaque. Donc c'est vraiment la puissance d'impression qu'on a. 40 watts, c'est énorme. À l'époque, on n'avait vraiment pas ça, quoi. Plus le laser est puissant, plus il est rapide pour couper du matériel épais, et plus on peut aller sur des matériaux différents. Sachant que... Pardon, je suis désolé, j'avais un poil. Un chat dans la gorge, si vous voulez. Donc du coup, plus le laser est puissant, plus ça va aller vite pour faire votre travail de gravure, plus vous allez pouvoir graver sur du matériel différent. Sachant que ça reste de la lumière, donc si votre matériel est réfléchissant, ça ne fonctionne pas. On peut arriver à couper du verre avec un laser LED, mais pour ça, il faudra le peindre. Si vous voulez graver sur du verre, il faut peindre le verre avant et puis nettoyer après. Ah oui. Le problème, c'est que le laser, ça chauffe, et si c'est brillant, la lumière va pas pouvoir pénétrer dedans, elle va juste partir à l'extérieur. Donc c'est plutôt sur du matériel sombre, du matériel qui est capable de chauffer. Si vous avez du matériel qui chauffe au soleil, par exemple, bah, le laser va bien fonctionner avec. Donc on parle par exemple du schiste. Le schiste, ça marche très bien pour la gravure laser. Le papier, le carton, le bois. Là, le bois en 40 watts, on arrive jusqu'à du 20 mm, donc c'est 2 cm de bois, c'est quand même déjà pas mal en contreplaqué. On peut aller jusqu'à du 50 mm en acrylique noir. Acrylique, c'est du plexi, quoi, 5 cm de plexi quand même, qu'on arrive à couper avec ça. Ensuite, on peut aussi aller sur du cuir, on peut aller sur... Bref, toutes les matières comme ça qui chauffent au soleil, vous allez pouvoir les couper avec votre laser. Les découpes laser, c'est de la chaleur qui passe autour de votre cuir ou de votre produit. Ça va le brûler, et donc c'est ça qu'un laser à haute puissance est intéressant, parce qu'il va passer beaucoup plus vite sur votre produit, et donc du coup, ça va avoir moins le temps de chauffer, quoi. Dans ces lasers-là, donc du coup là on trouve des 22 watts, graveur laser 22 watts pour 500 €. Il y a des types de graveurs des graveurs lumière bleue, et des graveurs à lumière infrarouge. L'avantage de la lumière infrarouge, c'est qu'elle est capable d'aller graver sur du métal plus facilement qu'avec une lumière bleue, mais ça se limite à ça. Alors, ce sont des graveurs assez accessibles à tout le monde. La durée de vie est d'environ 1000 heures. 1000 heures pour la tête laser. 1000 heures, c'est 1000 heures en continu, hein. Donc ça veut dire, en fait, 1000 heures, c'est énorme. Ça va peut-être vous durer 4-5 ans d'utilisation, quoi. Parce que les travaux vont relativement vite. Et puis, l'avantage aussi de ça, c'est que la technologie est bien connue, et donc du coup, la surface d'impression est quand même relativement grande. En fait, au final, on est sur du 40 cm sur 40 cm, c'est quand même déjà pas mal. Le problème de ces graveurs-là, c'est que la plupart du temps, ils n'ont pas de boîte autour. Graver au laser, c'est plutôt dangereux pour la santé, donc il faut absolument porter des lunettes quand on utilise un laser. Et on doit pouvoir extraire les fumées, parce que le matériel que vous allez brûler est dangereux pour la santé. Des lunettes UV ou alors des lunettes de protection? Des lunettes de protection, pardon, j'ai dit UV. Des lunettes de protection laser. Ok, et c'est quoi la spécificité du coup? Elles sont des lunettes en... Comment dire? Il y a un coating sur la vitre qui permet de bloquer la fréquence qui est émise par la diode laser. La longueur d'onde du laser, ouais. Donc sont souvent des lumières, des vertes ou jaunes en fait. Pour les bleus, pour le laser bleu. UV c'est autre chose, et il y a différentes qualités de lunettes, entre 3 € et
beaucoup très très cher. Du coup, c'est ça que c'est intéressant de les mettre dans des boîtes. Les boîtes sont souvent vendues à part de ces lasers-là, parce que le but ici est de vendre un graveur laser pas cher, qui va fonctionner hein, au demeurant, mais pas cher, donc ça veut dire que tous les accessoires sont pas fournis. Il faudrait aussi avoir un nid d'abeille en dessous pour pouvoir poser les trucs dessus, pour pouvoir rafraîchir le matériel, ainsi de suite. Et puis alors les graveurs modernes à LED aussi maintenant sont assistés par air, ce qui permet de rafraîchir la surface et ça fait des coupes plus précises avec moins de brûlé autour, quoi. Donc bref, si vous voulez commencer dans le laser, c'est vraiment pas mal. On peut faire déjà beaucoup de choses avec un laser de ce type. Sans devoir aller dans du laser professionnel et on se retrouve avec quelque chose d'assez concurrentiel entre, on va dire, quelque chose de correct entre 500 et 1500 euros. Voilà. Premier type de laser. Alors on a ensuite le second type de laser, c'est un laser avec un tuyau à vide au CO2, son laser CO2. Il y a un gros tube en verre à l'arrière du laser et c'est ça qui balance à l'arrière de la boîte et c'est ça qui balance le laser à travers des miroirs vers la surface à imprimer. Évidemment, c'est du matériel qui est beaucoup plus lourd parce qu'il y a une grosse boîte tout autour. C'est très gros parce que les tubes sont pas petits et c'est refroidi à eau, pardon. Donc il faut pouvoir avoir un couleur un truc qui va rafraîchir l'eau en dessous. Et puis il faut absolument un compresseur et puis il faut un extracteur d'air. Donc ce sont des machines qui sont déjà beaucoup plus grosses. Elles sont prévues pour des usages professionnels ou semi-professionnels. Il y a des machines en version amateur. Mais bon, c'est pas nécessaire d'avoir ce genre de machine-là si on veut aller, enfin si on fait 2-3 trucs par semaine, quoi. Enfin, je veux dire, c'est intéressant vraiment pour les gros travaux. Les lasers à CO2 ont des puissances assez élevées, c'est entre 30 et 200 watts. Le laser à LED, on est entre 1 watt et 40 watts, donc c'est juste pas du tout pareil. Sont des lasers qui chauffent beaucoup, il y a beaucoup plus d'entretien à faire dessus, mais par contre, la taille de découpe est assez... Bon, l'intérêt, c'est que la taille de découpe est assez intéressante, c'est assez grand. Et puis, bah, ils ont pas mal de fonctions supplémentaires. Par exemple, une petite caméra qui vous permet de savoir exactement où vous allez graver. Il y a le focus automatique pour être sûr que le point laser arrive vraiment au bon endroit et que toute la puissance arrive à cet endroit-là. Il y a comment dire, il y a vraiment pas mal de choses qu'on peut faire avec ça. Et surtout, ben, ils vont plus vite. Alors plus vite parce que 300 watts, enfin, pardon, 100 watts pour découper du bois, par exemple, ça va le découper en une passe extrêmement rapidement, ce qu'on ne pourra pas faire avec un laser à LED, quoi. C'est juste la puissance en fait qui est là. Ce sont des grosses machines, c'est prévu pour les professionnels. Voilà, je le dis encore une fois. Et puis, la durée de vie, par contre, de ce genre de matériel, c'est entre 6 et 8 000 heures. 6 et 8 000 heures, c'est énorme. C'est des jours de travail en continu pour une machine pareille. En fait, le tube va résister plus longtemps que la machine en elle-même. Et puis, bon, voilà, alors ça demande de l'entretien, etc. Intéressant comme laser. Ce sont souvent fournis avec des boîtes fermées. Ce sont les lasers qui bénéficient de la plus grosse technologie à l'heure actuelle parce que c'est vraiment ceux qui sont le plus achetés par les gens qui font vraiment ça pour en vivre. Et donc, du coup, il y a pas mal d'informations sur le marché pour ça. Et puis, on arrive à la troisième catégorie, ce sont les lasers à fibre, les graveurs à fibre. Donc là, c'est assez nouveau comme type de laser. Ce sont comment dire, la source de laser n'est pas intégrée à la machine, elle est souvent sur le côté de la machine et elle passe à travers une fibre optique qui va l'envoyer sur des galvanomètres. Alors un galvanomètre, c'est des petits miroirs qui tournent très très vite, extrêmement vite, et qui permettent justement au laser de traverser la surface à graver extrêmement rapidement. C'est plus rapide que ce qu'il y avait à l'époque avec les télécathodiques. Donc en télécathodique, on arrive à avoir une image en direct. Bon, c'est ça qu'on arrive à avoir avec des galvanomètres corrects et un système de laser comme ça. Donc ce sont des lasers. Ah oui, j'ai pas parlé du prix des lasers CO2. On est entre 4 000 et 15 000 euros, en gros. On peut aller jusqu'à 20, 30, 40 000 euros pour du matériel pro, mais là, on est plutôt entre 4. Peut-être 3. Allez, 3 500 euros, vous allez probablement en avoir un. Ça va dépendre des fonctions que vous voulez. La bonne table, c'est dans les 5-6 000 euros, quoi. Voilà. Donc, le fameux graveur à fibre. Je reviens à celui-là, pardon, désolé. L'avantage de ce graveur-là, c'est que la précision est extrême. On arrive à des DPI. Donc DPI, c'est le nombre de points que vous pouvez faire par pouce. Assez impressionnante. Ça veut dire qu'on peut graver des images sur
toute surface en gros. C'est aussi un laser qui va fonctionner dans les IR, donc qui est capable d'attaquer du métal. Et avec ça, on est capable de sculpter une pièce de métal. Donc c'est un peu comme une CNC, sauf que ça va être beaucoup plus précis et qu'il n'y a pas il n'y a pas de tête à changer. C'est le laser qui va le faire, et donc du coup la précision de la gravure laser sur du métal est incomparable à ce qu'il y a d'autre sur le marché. Donc on peut faire de la 3D, on peut faire de la 2D, on peut graver sur à peu près tout type de matériel, c'est très bien, ça va très vite, et on s'en sert principalement pour la bijouterie. La bijouterie parce que les gens aiment bien avoir de la précision quand ils achètent des bijoux. Le problème de ces appareils-là, c'est que ils sont petits, parce que du coup la tête est en haut, et les Galva, ils ont un angle pas assez large que pour pouvoir couvrir une grande surface. Donc en général, la surface de gravure est beaucoup plus petite. Et puis ce sont des graveurs qui sont assez fragiles. Il faut faire un peu attention avec, parce que ça demande énormément de précision pour fonctionner. Par contre, c'est un des types de graveurs, avec les graveurs à LED, avec lesquels on peut graver des couleurs sur de l'inoxydable, de l'acier inoxydable. Donc l'inoxydable, en fait, en fonction de la façon dont il va chauffer, il va changer de couleur. Et ce graveur-là est capable de faire changer la couleur de l'inox assez rapidement. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. Et puis surtout, ça attaque le métal, vraiment. Ce qu'on ne peut pas faire avec les autres types de lasers. Alors, je sais pas si vous avez déjà vu les lasers qui enlèvent la rouille. Oui, Oui. j'adore regarder des vidéos de laser qui enlèvent la rouille. Eh ben, voilà, c'est ce genre de laser-là en fait. Donc ce genre de laser-là est capable d'enlever la rouille, par exemple, sur une pièce que vous allez mettre en dessous. Et la plupart de ces lasers-là peuvent être pris à la main et utilisés comme ça à main levée. Alors attention, évidemment, lunettes de protection et tout ça, quoi. Il y a aussi une deuxième catégorie de lasers à fibres. On appelle ça les MOPA. En fait, la différence, c'est que il y a beaucoup plus de précision dans la puissance, la fréquence et la façon dont le laser va bouger sur votre plaque, qui permet d'avoir toutes les couleurs qu'on pourrait avoir sur de l'acier. Bon, alors là, ça devient des lasers très techniques. On est dans les 5 à 7 000 euros. Donc, bon, voilà. Alors, le laser premier prix en graveur à fibre, c'est, je crois que c'était du 5 watts, et on est dans les 1500 euros, donc ça va encore. Mais globalement, c'est 5 à 6 000 euros pour ce type de laser, pour faire des impressions assez petites. Enfin voilà, bref, c'est un nouvel outil qui se démocratise, de plus en plus. Il est capable de grandes prouesses, forcément, ça va être un bon compagnon de la CNC. On ne peut pas vraiment tout faire avec la CNC. Les deux vraiment s'accompagnent pas mal. Surtout une CNC, c'est pas super facile, il faut changer les têtes, il faut la nettoyer, ça demande beaucoup d'entretien, c'est sale, parce que bon, il y a l'huile, il y a les produits de refroidissement, etc., les lubrifiants. Vous n'avez pas ça avec du laser, quoi. Donc en règle générale, les gens préfèrent utiliser le laser pour le travail que le laser est capable de faire, au lieu d'une CNC. En fait, ça va beaucoup plus vite, et c'est plus facile à mettre en œuvre, en fait. Donc ça fait partie de la trilogie des machines numériques. Bon, on revient à la trilogie, hein. La trilogie des machines numériques de tout bon maker moderne, c'est la CNC, le graveur laser, et puis l'imprimante 3D. Alors il y a aussi un autre truc que je vais rajouter. Bon, je n'en ai pas parlé, mais on peut utiliser Lightburn pour aller avec ça. Il y a plusieurs logiciels, mais Lightburn, c'est vraiment le standard des logiciels. Ça coûte pas très cher à utiliser. On peut faire presque tout avec, et surtout on peut aussi l'accompagner d'une caméra qui va vraiment regarder ce qui se passe sur la table, et puis qui va choisir où ça va graver vos trucs. Et puis ouais, c'est pas un jouet, les fumées sont dangereuses, il faut mettre des lunettes absolument, faut pas le faire tourner quand il y a des gens autour de vous. S'il y a des enfants qui veulent le faire aller, ouais, ok, faites-le avec eux, hein, soyez prudents. Et puis on parle aussi maintenant des lasers UV. Alors, c'est récent, on n'entend pas beaucoup parler, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'utilise, parce que c'est un graveur ça peut pas faire grand chose. Mais l'avantage d'un graveur UV, c'est que ça chauffe pas. Et donc, du coup, on peut graver sans chauffer du matériel comme du plastique, de la résine ou des bougies, par exemple. Donc, voilà, ça va arriver peut-être dans les années qui viennent. Bon, voilà, c'est un petit tour de tout ce qui se passe sur le marché des graveurs laser. Du coup, j'en parle parce que j'en ai un là, et puis on va probablement en reparler dans d'autres Geeks League, parce que là, je touche à peine la surface de ce qu'on peut faire avec. Mais on a hâte que tu installes le tien et que tu nous dises un petit peu. D'ailleurs, dans les idées pour démarrer et t'entraîner, tu nous graves des petites ardoises de la taille d'un boc, d'un sous-verre, avec le logo Geeks League, et on met ça dans la boîte Geeks League pour quand on fait les émissions.
Oui, bah, pas de problème. Si je vais aller trouver des ardoises. Et bah, d'ailleurs, c'était un des premiers projets que j'avais en tête. C'était les sous-bocs ardoises et les sous-bocs en crocs, enfin en bouchon. Voilà. Des sous-bocs en bouchon, c'était le truc que je voulais graver en premier. Oui, oui, clairement, je peux faire ça. T'as acheté un extincteur avec ton graveur? Ouais, j'en ai un. Ouais, oui, oui, bah d'ailleurs, toute personne qui a utilisé un graveur va vous dire que ça va cramer à un moment ou à un autre, donc il faut avoir un extincteur aussi. C'est vrai que Et j'en ai du pas coup, faut parlé. pas le laisser sans. Faut pas lancer l'impression de Faut se pas barrer, laisser sans quoi. surveillance. Non, 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 il Non. faut le Et il surveiller en faut mettre permanence. l'extincteur près du Ouais, près de la graveur et pas machine. rangé quelque part dans ton bassin. Parce Ouais. que autant une Ouais, imprimante non, résine, on peut la laisser tourner, il n'y a pas beaucoup de risque d'incendie. un Grave à laser, c'est laser, autre ouais. chose, hein. Ouais, Ouais. ouais. Mais Surtout c'est plus quand on rapide débute, quoi. aussi, non? Ça va plus vite pour graver en laser qu'à la résine où ça te prend parfois des heures et des heures. Alors, la résine, on va plutôt faire des pièces, on va monter des pièces en résine, donc on va additionner des layers pour arriver à avoir une pièce en Mhm. 3D. Un graveur, ça va découper, ça va etcher, donc ça va découper, retirer de la matière. Donc, ça peut aller, pour la gravure, oui, ça va aller très vite sur différentes surfaces. Si on veut vraiment produire des pièces en 3D, ouais, autant prendre une CNC, mais là c'est plutôt quand on a des pièces vraiment toutes petites, genre une pièce de 2 euros sur laquelle on veut changer la tête de la personne qui est dessus. J'en sais rien. Ouh, c'est interdit par la loi. On va en faire une médaille, je sais pas ce qu'on pourrait faire avec ça. Les mais pièces si, Geeks par exemple, League, voilà ce qu'on va faire. bah, en fait, non, on peut par exemple les bagues, typiquement c'est les chevalières, il faut pouvoir graver dessus et ça se faisait à la main jusqu'à maintenant, ou ça se faisait avec des petites foreuses, ce genre de choses-là. Là maintenant on peut le dessiner au laser, et puis, enfin, on peut le dessiner sur ordinateur, pardon, et on peut utiliser le laser pour pouvoir l'imprimer. Attention que ça va brûler l'or, donc vous allez le perdre. On peut pas le récupérer, que quand on grave, on peut encore le récupérer. Donc voilà, c'est assez intéressant pour ce genre de choses-là, je dirais. D'ailleurs, je pense, si vous vous souvenez, on avait fait un jeu de rôle, c'était Avatar, je pense, vous aviez tous reçu des pièces en bois, avec un collier, à l'époque. Avec la gravure, il y avait une gravure dessus, la gravure c'était quoi encore? Quand on était tous habillés en vert. Ouais, ça me dit quelque chose. Elkmar. Elkmar. Donc, Oui. et en fait, les pièces qu'on avait reçues en bois, c'était imprimé enfin, je les avais gravées sur le premier premier graveur laser que j'avais, qui était un graveur laser à 0,5 watts. Un truc chinois qui m'avait coûté 50 € à l'époque. Donc ça marche, hein, ça marche bien. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire. J'espère que j'ai pas été trop long. Merci Yves. C'est vraiment intéressant et c'est vraiment un truc aussi que j'ai regardé. Et en fait, comme j'ai vu qu'au niveau sécurité, c'était vraiment beaucoup. Ouais, je me suis dit non, ça c'est pas un truc que tu fais ça dans ton jardin, dans ton garage, à côté de ta cuve à mazout. Oui, j'allais dire. Toi, tes imprimantes sont à côté de ta cuve à mazout. Une gravure laser à cet endroit-là, c'est interdit. Ouais. Mauvaise idée. Le mazout, ça va encore parce que le mazout a un flashpoint qui est assez élevé, donc le mazout devrait pas prendre. Quoique le laser peut aller très chaud. Est-ce que je peux graver ma chaudière à mazout en métal? Oui. Non, mais directement. Je suis pas sûr qu'en cas de problème, l'assurance accepte que le graveur laser ait été collé à la citerne. Non, mais en fait, ça, c'est pas très grave parce que ça va pas chauffer. Vu la surface de métal que tu as sur ta cuve, ça va pas chauffer de trop. Ça perce de l'inox, mais de l'inox petit. Enfin, vraiment. En fait, si tu veux faire des batteries, on parlait de batteries justement. Tu vas souder sur tes batteries avec des points. Tu vas souder je sais pas, je sais plus ce qu'on met, mais. C'est quoi le métal qu'on utilise pour relier les batteries entre elles? Du mithril. Non, de l'alu ou un truc conducteur. Ouais, j'ai oublié le nom de ce bazar-là, mais donc on utilise des languettes de métal pour relier les batteries entre elles, les piles quoi entre elles, et on utilise des spot welders pour pouvoir souder la pièce sur la batterie. On peut le faire avec le laser. C'est pas la meilleure idée. C'est des barres de nickel, manifestement. Nickel, voilà. Oui, c'est ça, c'est du nickel. Ça marche avec le laser. Voilà. Si quelqu'un veut faire au laser, peut-être plus facile que de le faire au spot welder. Ça dépend si on a une grosse batterie, on arrive à taper tout ça sur le laser, on peut le faire tout d'un coup. Ouais, voilà, il y a beaucoup d'applications. Hein. En fait, plus je regarde, plus il y en a, et plus je me dis que j'ai beaucoup de choses à apprendre. Allez, ton travail du week-end, c'est de la déballer et de la mettre en route. Ah oui, on veut voir hein, maintenant. Ah oui, ça a vendu trop du rêve.
Maintenant, dans 15 jours, on veut un résultat à montrer. Parce que Faire maintenant, un ce unboxing dans que Geeks League. tu vas t'acheter maintenant, c'est du temps pour faire tout ce que tu voulais faire. J'aimerais bien. D'accord. Mais oui, je vais faire un unboxing pour Geeks League. Je vais faire une petite vidéo et puis Oh. je vais vous montrer ce qu'il y a dans la boîte. Allez, mais je ne demande même pas une unboxing, je demande que tu profites de ce que tu achètes. Et puis je lancerai une impression ou l'autre, juste pour voir. Ok, très bien. Et j'ai vu qu'il y avait des mini graveurs comme ça, un peu portables, comme un pistolet, C'est ça. et tu poses sur un truc, ça a l'air un peu plus accessible, Ouais, je trouve. Oui, c'est fibre, c'est un graveur. Ah, normalement, enfin oui, il y a des deux types. Les pas chers, c'est à LED. Sinon, ce sont des graveurs fibres, ça normalement. Ok, d'accord. Très bien. Et j'ai vu que les mecs faisaient ça sur les Ouais. capotes bagnoles, je sais pas si c'est possible ou si c'était fake. Faut avoir l'application Nomad en fait pour ça. Non, il y a une carte USB, pas une carte USB. Non, il y a- je veux il y a- dire, faut avoir l'utilité d'un truc un peu nomade, sinon Un t'as truc pas qui se trop transporte, d'intérêt. quoi. Bah, par exemple, ce serait pour la gravure sur des vélos. Tu sais, quand tu graves des numéros de série sur les vélos, ça pourrait fonctionner pour ça. Effectivement, sur les voitures, pourquoi pas, hein, si quelqu'un va avoir une gravure personnalisée sur son capot ou ailleurs, ça pourrait être intéressant. Je pense aux poignées de porte, hein, si tu veux faire un beau design dessus et que tu n'as pas nécessairement les capacités pour faire un design à la main, parce que c'est quand même pas facile hein, de graver à la main, ça peut être franchement pas mal, quoi. Et t'as pris un support rotatif pour faire des trucs ronds? Genre Non, des gourdes, j'ai des pas verres, pris. des machins. Non, j'ai pas pris, c'était en option, encore une fois. J'attends de faire ma démo. En fait, je vais faire la démo Geeks League et j'attends Creality pour qu'il m'envoie le matériel. En fait, à l'heure actuelle, il y a énormément de youtubeurs qui ont reçu des machines gratuites. Moi, c'est la mienne, hein, donc du coup, quand je vais faire une review, ça va être ma revue à moi. J'ai payé. C'est ma machine, quoi. Voilà. Mais s'ils nous écoutent, ils peuvent t'envoyer, Oui, bien si sûr. quelqu'un veut nous envoyer une machine, il y a plein d'autres chroniqueurs qui peuvent recevoir une machine gratuite pour la tester. Oui, Vu oui, que Yves en a déjà une. oui. Ou Bah, aller moi, une citerne à mazout à graver. C'est Ouais, ça. voilà. Bah, un Mopa, ça m'intéresserait, ou alors le tir rotatif, ça m'intéresserait aussi, ce serait pas mal. Mais oui, bon, faut quand même que ça leur rapporte un petit peu d'argent. Moi, là, je me réjouis de faire de la gravure en couleur sur de l'inox. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire à l'heure actuelle. Ok. Bah Yves, j'ai hâte de voir tout ça en tout cas. Que Oui, des belles promesses, on a- j'espère qu'on verra les choses on a à hâte, l'action. on a Allez. j'espère Doc. Non, mais un petit coup de cœur, tiens. Bah, tiens, ça va être mon coup de cœur à moi du coup, c'est parti. Alors, mon petit coup de cœur de cette semaine, ça sera la série One Day sur Netflix. C'est une série de 14 épisodes, mais c'est des mini-épisodes de 30 minutes. Il y en a un petit peu plus long, un petit peu plus court. Franchement, c'est sympa. C'est un drame romantique. Voilà, pour une fois qu'on parle pas de science-fiction sur Geeks League. Donc, lancé un peu comme ça pour passer une soirée avec mon épouse. Et au final, c'est plus moi qui ai accroché que elle, je crois. Donc voilà, un film drame, donc accrochez-vous, voilà. Mais voilà, franchement, chouette série, très triste forcément, et très, très humain. Enfin, franchement, c'est pas mal, ça à voir, c'est sympa. Et en fait, le concept, c'est chaque année, le 15 juillet, on suit deux personnages et leur vie qui s'éloigne, qui se rapproche, etc. Et donc chaque épisode, c'est une année supplémentaire, quoi. Et donc, Les deux mêmes personnages. les deux mêmes personnages, ouais. Et c'est assez chouette. Franchement, au début, on se dit, tiens, c'est quoi, c'est bizarre. Et après, on comprend la logique. Et en fait, on s'accroche très très vite au personnage. Et ça marche bien, en fait. Ça marche super bien. Et C'est pas trop tiré l'arme parce que j'ai entendu que c'était parfois un peu presque déprimant. Ah oui, par contre, si vous êtes un peu dépressif, que bon, vous voyez, je sais pas, vous avez perdu votre boulot, votre femme vous a quitté, ne regardez pas ce film, quoi. Donc voilà, mais non, franchement, sinon, c'est un chouette film, quoi, à voir. Mais c'est vrai que c'est un peu tir à l'arme, et en gros, moi je m'étais dit, bah c'est bon, ça va, enfin voilà. Mais ouais, quand on voit qu'il reste encore 3 épisodes derrière, tu te dis, oh là là, qu'est-ce qui va se passer encore? Et moi, ça va. C'était dur, hein. J'ai du mal à me coucher après, tellement que ça m'a un peu pris. Donc voilà, je vous conseille quand même, c'est chouette. C'est sympa à voir quand même. C'est attachant, c'est bien. C'est tiré d'un roman, du coup. C'est tiré d'un roman, exactement, ouais. Mais bien sûr, j'ai pas lu le En même temps, roman. Netflix, je crois, ne crée rien d'original. Il tire tout des romans, des comics et une Oui. inspiration de ce type-là. Mais pour le coup, c'est bien fait, c'est bien réalisé. Alors, peut-être que, Oui, j'ai pas dit peut-être que que le c'est- livre est mieux, ou j'en c'est sais rien, positif, mais mais ouais. Et je j'ai sais pas lu les avis des gens sur internet, pour le coup, mais oui, bon voilà. Tu peux redire le nom? One Day, One Day. ou un jour en. Voilà, D'accord, merci. voilà, c'est vraiment sympa. Allez, Doc, on va parler de quoi maintenant? Encore de batterie. Allez, batterie. Qu'est-ce que tu vas associer à recevoir cette Tesla? On parle de batterie? C'est ça? Non, je sais pas, c'est un retour un peu aux sources. Moi, j'ai fait une thèse là-dedans à la base. T'as pas fait une thèse sur le plastique?
J'ai fait une thèse sur les polymères avec des activités redox dans des applications de batterie. Ah d'accord, très bien. Voilà, allez c'est parti. Donc, moi, je vais parler des batteries au sodium maintenant, parce qu'on a parlé beaucoup tout à l'heure un peu des batteries au lithium. Donc, on ne présente plus dans tous vos appareils, dans vos voitures, dans vos GSM, dans tout. Alors, petit rappel contextuel, un peu de science, un peu d'explication technique pour ceux qui connaissent pas trop. Mais les batteries lithium-ion, ce sont en fait des batteries qui sont composées d'un composé cathodique, donc c'est le côté plus de la batterie, qui est un oxyde de cobalt, et l'anode qui est en fait du carbone. Et on va avoir l'anode, c'est le côté moins du coup. On va avoir des ions lithium, Li+, qui vont aller de l'anode, où il est intercalé dans le carbone, et migrer vers la cathode, s'intercaler dans l'oxyde de cobalt ou dans les autres types de cathodes. Et ça va permettre en fait de générer du courant. Et de l'autre côté, d'un côté, c'est les ions lithium qui passent, et de l'autre côté, c'est vos électrons qui circulent à travers votre circuit électrique, à travers votre courant. Et on génère ainsi de l'énergie. Et si on pousse l'énergie dans le sens, c'est-à-dire qu'on fournit de l'énergie, les ions lithium retournent de la cathode vers l'anode pour recharger la batterie. Donc ça, c'est le fonctionnement général d'une batterie. Avec un électrolyte au milieu des deux, qui est souvent un liquide ou un gel ou quelque chose, parfois même un peu un solide, dans lequel ces ions lithium pourront transiter d'endroit à l'autre, puisqu'on ne peut pas juste mettre la cathode et l'anode l'une contre l'autre, ce serait simplement un court-circuit. Et donc, c'est une technologie qui est largement, mais largement employée, de par sa densité énergétique notamment. La densité énergétique, c'est quoi? C'est la quantité d'énergie stockée pour une masse ou un volume donné de matériel. Et évidemment, plus cette quantité d'énergie elle est importante pour une masse faible, et plus c'est intéressant, parce que vous n'avez pas envie de trimballer 3 tonnes de batterie dans votre voiture, sinon ce ne serait pas très très intéressant pour la faire fonctionner. Un autre aspect, c'est la faible autodécharge des batteries lithium. Ça veut dire que quand vous stockez une batterie lithium, elle ne va pas perdre sa charge dans le temps, ou en tout cas pas dans un temps court. De nouveau, c'est important, hein, si vous avez garé votre bagnole quelques jours ou quelques semaines, c'est bien qu'elle ne soit pas déchargée au retour. Mais pareil pour votre téléphone ou plein d'autres applications. L'absence d'effet mémoire, contrairement aux batteries au nickel qu'on avait beaucoup avant. Donc ça, c'était le fait que si vous déchargez, vous étiez obligé de décharger entièrement vos batteries, parce que si vous les déchargez qu'à 80% et que vous les rechargez à ce moment-là, il y avait un effet mémoire qui faisait que la batterie n'avait plus que 80% de charge, parce qu'on avait perdu les 20% qui n'avaient pas été consommés dû à différents effets. Et ça, c'est un aspect que la batterie lithium n'a pas. Mais évidemment, tout n'est pas rose pour les batteries au lithium, puisqu'on a quand même quelques désagréments importants, mais pas au point qu'elles n'aient pas percé et soient utilisées grandement comme à l'heure actuelle, qui sont la faible disponibilité des ressources. Le lithium, c'est une ressource quand même qui est limitée actuellement. Et pour les pays en Europe comme aux États-Unis, c'est devenu une ressource critique sur lesquelles ils essayent d'avoir une souveraineté, parce que c'est très important, puisqu'on a tellement d'usage de ce métal. La dégradation de la batterie lithium aussi, quand on la décharge trop. Une batterie lithium, c'est pas très bon de la décharger à 100%. Alors vous, dans vos appareils, c'est contrôlé, donc on vous permettra pas de la décharger jusqu'à un stade où ça poserait problème. Mais ça va faire qu'en fait, techniquement, votre batterie, elle reste toujours un certain pourcentage de charge dedans. Sinon, en fait, quand on va la décharger trop loin, on va tirer trop le lithium des éléments, et on va en fait altérer les structures et altérer sa durée de vie. Et la durée de vie quand même relativement limitée, puisque une batterie lithium, typiquement, on estime qu'après 500 cycles, elle va être à 80% de sa charge initiale. Ça veut dire que 500 cycles, votre téléphone que vous rechargez tous les jours, c'est même pas 2 ans, et vous avez 80% de charge de ce qui vous restait sur votre batterie. Et vous pouvez regarder dans les conditions de vente d'un iPhone ou d'appareils comme ça, c'est bien 500 cycles qui sont annoncés avec 80% de charge, c'est pas plus. Donc c'est pour ça que en fait, vos GSM, votre batterie, dans le temps, elle tient pas si longtemps que ça, parce que vous utilisez beaucoup votre téléphone, et souvent vous le rechargez quand même bien une fois par jour. Alors quand on dit 500 cycles, c'est 500 cycles complets. Donc si vous faites 2 recharges
2 fois recharger la moitié du téléphone, ça compte que pour un. Ça ne compte quand même que pour un. Mais bon, voilà, tous ces avantages sont... quand même que pour un. Ouais, merci. C'est quand même pas au point de ces inconvénients. Ces inconvénients sont pas au point de ses avantages, puisqu'elle a le succès qu'on lui connaît. Mais ça n'a pas toujours été évident qu'on allait se baser sur le lithium, puisque dans les années 70, déjà, il y avait un concurrent sérieux au lithium qui était le sodium. Oui, le sodium, c'est Na+, comme dans NaCl, comme dans le sel que vous mettez dans vos pâtes. Et pourquoi cet élément, me direz-vous? Pour ceux qui se rappellent vaguement de leur cours de chimie, le lithium, il est juste en dessous, le sodium est juste en dessous du lithium. C'est dans la même colonne, la première colonne du tableau périodique des éléments. Et c'est pas pour rien parce qu'en fait, ce sont tous les deux des métaux alcalins. Et dans le tableau périodique des éléments, globalement, quand vous êtes dans une même colonne, vous êtes sur des composants qui ont des propriétés physico-chimiques similaires ou proches. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le cuivre, l'argent et l'or sont sur la même colonne du tableau périodique des éléments. Et donc la batterie au sodium va fonctionner sur le même principe que la batterie au lithium. Tout ce que je viens de vous réexpliquer, ça fonctionne pareil avec une batterie au sodium. Avec quand même quelques changements. Le sodium va pouvoir fonctionner dans des milieux aqueux. Bon, tout le monde sait que le sel, c'est soluble dans l'eau, j'espère. Les pâtes, tout ça. Donc potentiellement des fonctionnements de batterie qui seraient quand même moins dangereux en termes d'incendie que les lithiums. Par contre, le sodium est beaucoup plus gros comme atome. Il est jusqu'à 3 fois plus massif que le sodium, que le lithium, ce qui veut dire que, en termes de capacité énergétique, pour la même masse de matière, on aura au final moins d'énergie qu'avec du lithium. Et puis, sa grosse taille peut créer des problèmes structurels quand il vient s'insérer dans les éléments cathodiques ou anodiques et créer des petits problèmes de ce type-là. En plus de ça, quand on fait des batteries ou des piles, on parle de coupe redox. Ça veut dire qu'on a d'un côté un élément, de côté l'autre, et on regarde le potentiel électrochimique entre les deux. C'est ça qui fait que vous avez des batteries de 3,6 volts en lithium. Le sodium, c'est 2,5 volts plus ou moins, donc c'est un peu moins. Ça veut dire de nouveau, ça va jouer au fait que si vous voulez avoir du 3,6 volts, il faudra en mettre plus en série, et donc ça va demander plus de quantité de matière. Et donc globalement, la batterie au sodium, elle est 40 fois, elle a une capacité massique de 40% inférieure. Donc ça veut dire qu'en gros, si vous aviez une batterie lithium de 10 heures pour un volume, un poids donné de batterie, la même batterie sodium, ce serait que 6 heures. Évidemment, là, dans des applications de voiture ou de téléphone, c'est une différence qui peut être importante. Mais alors, pourquoi je vous parle de cette vieille technologie qui manifestement le sodium a perdu face au lithium il y a maintenant 50 ans? Parce qu'en fait, récemment, fin d'année passée, un premier tournevis sans fil électrique nommé Dexter a été commercialisé avec une batterie au sodium dans les grands magasins de bricolage. On parle, je sais plus c'est quelle marque, mais c'est genre Brico, ce genre de grandes enseignes. Je crois que c'est Leroy Merlin, quelque chose comme ça. Grâce à la startup Tiamat, qui est une spin-off du CNRS en France et qui a pour ambition de développer les batteries au sodium. Et donc c'est intéressant que des batteries de ce type-là arrivent dans le commerce avec des objets grand public. En fait, on dépasse le cadre de la recherche universitaire où ça reste des articles scientifiques sans exploitation réelle. Et pourquoi finalement ils cherchent à développer ça malgré tous les avantages du lithium face au sodium? La disponibilité des ressources, on a quand même 1000 fois plus de sodium sur Terre que de lithium, c'est pas rien. On peut l'extraire de l'eau de mer. Les risques d'incendie, j'en ai parlé. Or, ces batteries sodium permettent des charges jusqu'à 5 fois plus rapides que le lithium. Donc, la petite batterie de votre tournevis électrique, au lieu de mettre 3 heures à se recharger avec une batterie lithium, elle va mettre 20 minutes avec une batterie sodium. Ah oui. Donc, à la limite, si sa capacité elle est un peu moins grave pour des applications de bricolage comme ça, c'est pas très grave parce que ça va se recharger vite et vous pourrez facilement le réutiliser. Et on a une durée de vie bien supérieure en termes de cycle, puisqu'ils arrivent à obtenir 90% de capacité initiale après 5000 cycles. Là où je rappelle, le lithium, on est à 80% après 500 cycles. Donc on a une durée de vie plus de 10 fois supérieure. Et donc ça, c'est très intéressant aussi pour toute une série d'applications. Les maisons. Alors les maisons, voire même les voitures en fait, parce que évidemment, votre futur Tesla ne finira pas avec une batterie au sodium. En tout cas, tous les véhicules qui vont devoir avoir une longue autonomie vont toujours privilégier le lithium. Par contre, on peut tout à fait imaginer des petites citadines, des petites voitures citadines qui ont des applications de voyage court, donc vraiment des voitures qui sont faites pour faire que quelques kilomètres au sein des milieux urbains, par exemple. Là, c'est peut-être plus intéressant une batterie au sodium. Elle aura moins de capacité totale, mais comme elle va se recharger plus vite
et que sa capacité permettra de répondre à son usage, ben, ça pourrait être des véhicules un peu secondaires qui se développeraient. Je reprends mon exemple de tournevis ou ce genre de choses. Et de toute façon, actuellement, la demande de lithium est tellement gigantesque de par le monde, on en consomme tellement pour tout. Il y a tellement une pression monstrueuse sur cette ressource qui est limitée, que même si on n'a que 2, 3, 4 ou 5% des applications qui venaient à pouvoir se basculer sur des batteries sodium, qui lui est beaucoup plus disponible, et ben ça serait ça de gagner sur la disponibilité du lithium en fait. Et même 2, 3, 4, 5%, ben, ça va être des milliers de tonnes de lithium, milliers de millions de tonnes de lithium et d'économiser, parce qu'en fait on ne se rend pas compte, mais c'est une ressource qui est extrêmement exploitée en termes de volume. Et donc voilà, je trouvais ça sympa, ces petites batteries qui arrivent dans le commerce. Donc c'est pas un truc théorique comme ma news où je vous parlais des scientifiques qui ont réussi ça dans le coin. C'est vraiment des applications réelles. Alors là, c'est un petit tournevis électrique de 3,6 volts. Hein. C'est pas un truc de dingue, mais c'est un premier objet de grand public. Et donc je suis curieux de voir ce que va proposer cette startup Tiamat à l'avenir en termes de produits, puisqu'ils vont continuer à développer ce type de batterie pour ce genre d'application. Ok. Alors, je viens de regarder pour essayer d'en acheter un, mais il les vend plus en ligne. Il faut aller peut-être chez Leroy Merlin en France, je sais pas. Peut-être. Vous avez déjà entendu parler de ces batteries-là? Pas du tout. Moi, j'avais entendu parler des batteries sodium quand je regardais pour la maison quel type de batterie j'allais mettre chez moi. J'avais regardé pour le sodium. Le problème, c'est que je suis un petit peu tôt. Et donc, du coup, c'était pas encore disponible. Et surtout, mon onduleur fonctionne à un très haute tension, donc 300-400 volts. Et ça, en sodium, c'est un peu compliqué, surtout, enfin, où il faudrait beaucoup de cellules. Du coup, ça allait pas pour moi, malheureusement, mais je me réjouis de voir ça arriver, parce que en application sur une maison, c'est juste l'idéal, ça se recharge très vite. Donc, quand vous avez du soleil, le peu de temps qu'on en a en Belgique ou au Luxembourg, bah, ça va pouvoir recharger plus rapidement la batterie. En tout cas, profiter du soleil à ce niveau-là. Et surtout derrière, la durée de vie est tellement grande qu'une fois que vous avez ces batteries-là, elles sont pour la vie de la maison. On tient déjà 20 ans sur des batteries lithium LiFePO, donc lithium fer polymère. C'est ça, hein. LiFePO, Oui, on est à 5000 cycles, 6000 cycles sur ce type de batterie-là, donc ça tient déjà une vingtaine d'années. C'est déjà pas mal, mais là, on est parti sur quelque chose qui va durer 50 ans, quoi. Et puis qui va coûter normalement un peu moins cher, parce que le matériel est disponible plus facilement. Et puis le poids dans une maison, rien à foutre, c'est une maison. On va avoir 15 tonnes de batterie, ça change absolument rien. Et il faut savoir que le sodium, en termes de process, c'est quand même très similaire à la fabrication de batteries lithium. Ce qui veut dire qu'en fait, je crois pas que ça existe à l'heure actuelle, mais créer des gigafactories de fabrication de batteries sodium pour les démocratiser, technologiquement parlant, ça n'a rien d'insurmontable. Faut copier-coller une usine au lithium, adapter un tout petit peu, et voilà. Puis pour les camions aussi, je veux dire, quand tu mets ça dans un camion a quand même beaucoup plus de force pour pouvoir transporter ce genre de batterie-là. Et c'est pas parce que ça va lui prendre 2-3 tonnes de plus en batterie que ça va changer grand-chose pour lui. Non, je sais pas, c'est très intéressant comme solution. J'aurais aimé que ça arrive plus vite, qu'on puisse en disposer plus facilement pour nous, mais malheureusement, c'est pas encore le cas. Par contre, je suis content qu'ils aient fait une vraie application de ça. Je savais pas qu'ils avaient fait un tournevis avec cette technologie-là. Une batterie de sodium. C'est vraiment avoir quelque chose de physique réel, parce qu'on entend énormément en fait, à l'heure actuelle, des informations sur les batteries, il y en a plein. Tout le monde en parle, il y a des nouvelles technologies qui sortent toutes les semaines. J'exagère, on n'est pas loin. Avoir un truc comme ça qui devient réel, c'est plutôt pas mal. Non, je te remercie d'en avoir parlé, parce que j'aurais pas pu le faire aussi bien. Clairement pas. Et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup aussi. Ok. Merci Doc. De rien. Merci. Écoutez, est-ce qu'il y a encore un coup de cœur ou un coup de gueule que j'aurais oublié peut-être? Moi j'ai un coup de cœur. Oh bah alors c'est parti. Hop là. Oula, Et donc, j'en ai parlé aussi sur le Discord. Rejoignez-nous sur le Discord, on ne l'avait pas encore dit. Ah, merci Zito, c'est bien. Mais j'ai énormément apprécié la série française, et c'est déjà assez rare de dire que j'ai apprécié une série française qui s'appelle Polar Park. Donc Polar Park avec Jean-Paul Rouve, si je ne dis pas de bêtises, dans le rôle principal, est une sorte d'enquête policière
avec possiblement un serial killer, on ne sait pas exactement, dans une ambiance assez particulière, assez originale, qui rappelle parfois un petit peu l'ambiance de Fargo. Donc on est un petit peu dans la neige, il Ah y a oui. quelques policiers qui sont un petit peu concons sur les bords, et donc un peu tous les personnages d'ailleurs sont un peu décalés, pardon, un peu atypiques, et vraiment un beau travail aussi sur l'image, sur l'ambiance. Et franchement, on reste accroché. Bon, le problème, c'est que mon épouse s'endort très vite, donc les épisodes ont pris quelques temps avant de pouvoir se terminer. Mais au-delà de ça, c'est vraiment une très très belle série que j'ai regardée en parallèle, puisque, comme je le dis, mon épouse s'endort vite, à Upload sur Prime, qui étonnamment, sur son ton léger, était très très prenante aussi. Allez voir, parce que je ne vais pas vous raconter le pitch, mais ça n'a rien à voir avec la première, mais c'est tout aussi sympathique à regarder et c'est très très vite consommé aussi. Ok, merci. Bah, je connaissais Très pas, bien. je mets de côté. Merci Non, beaucoup en au tout cas. revoir. Pareil, moi non Et plus, je Polar connais pas. Park, il est sur Arte. Ah! Ah bah c'est bien de parler d'autres plateformes pour une fois, je te remercie Et, aussi parce que... Ah, je pense et jamais aller voir sur Arte. j'ai installé l'application Arte, en l'occurrence, parce que je ne l'avais pas encore mise sur la télévision, et elle Et fonctionne très bien, sans ok. création de compte, sans complexité, sans difficulté. C'est magique. Oh bah c'est une bonne chose ça, bah je Oui. vais le noter aussi, tiens, je vais télécharger cette appli. Voilà. Il va partir avec plein de choses. Un lave-vaisselle, 2 séries. Et Un tournevis électrique au c'est en sodium. rupture en ligne parce il aurait déjà commandé le tournevis. Oui, oui, s'il était disponible, j'aurais acheté. Bah, merci beaucoup en tout cas. Bah écoutez, je pense qu'on arrive au bout de ce podcast, ma foi. J'espère que ça vous a plu, j'espère que les chroniqueurs ça vous a plu aussi. Écoutez, on se retrouve dans 15 jours pour le prochain Geeks League et on a un invité, je communiquerai dessus la semaine prochaine sur nos réseaux sociaux et sur notre Discord, donc c'est le moment d'aller s'abonner à notre Discord, vous pouvez trouver les liens un peu partout sur Twitch ou sur notre site internet. Et puis bah voilà, qu'est-ce que je veux dire d'autre encore ? Ne lâchez rien. Oui, voilà, ne lâchez rien. Et puis surtout, bah, merci à tous, merci aux chroniqueurs, merci aux tipeurs aussi. On a Tipeee si vous voulez donner un petit pourboire, tout simplement. Et puis bah, surtout, ne lâchez rien. Ciao à tous, bonne soirée. Merci, Bonsoir. au revoir tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Alerte. Dépressurisation atmosphérique. Évacuation immédiate du personnel. Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order.